Bienvenue à tous, vous écoutez Next Step, le podcast des entrepreneurs inspirants qui vous aide à passer à l'étape suivante. À chaque épisode, on vous propose de partir à la rencontre de personnes passionnées, d'écouter leur parcours et de vous en inspirer. Pour vous accompagner et vous guider dans cette aventure, nous serons deux. Je m'appelle Elisa et je suis avec Tariq. Bonjour Elisa, bonjour tout le monde. Alors comme vous le savez, nous sommes dans le studio de la Chambre de commerce de Bruxelles qui représente les intérêts des entreprises bruxelloises. Bessie aide et accompagne ses membres dans le développement de leurs activités. Et bien sûr, on remercie Bessie de rendre ce podcast possible. Avec l'accélération digitale de Telenet Business, osez développer votre marketing en ligne. Prenez gratuitement rendez-vous sur accélérationdigitale.be et clients ou pas, nos experts viendront vous expliquer comment. Pour cet épisode, nous sommes ravis d'accueillir Tanguy Goretti. Bonjour Tanguy. Bonjour Elisa. Bienvenue dans Next Step, on est ravis de te recevoir. Tu es ce qu'on peut appeler un serial entrepreneur. Tu as lancé ta première boîte Jump pendant tes études. Vous étiez un peu le Uber avant Uber, une société de taxi terminée avec la fameuse grève des taxis. Tu as évidemment pris un peu de temps avant de te relancer, mais pas trop, puisque très vite tu as rejoint l'aventure de Take It Easy, puis celle de Menu Next Door. Et quand elle s'est terminée, tu as su rebondir une 4e fois en lançant avec tes 2 acolytes la start-up Cowboy. Alors c'est un véritable succès, vous avez levé plus de 10 millions d'euros, vous êtes depuis peu distribué dans des magasins comme la Fnac et vous venez de lancer une campagne de crowdfunding. Alors ça c'est pour l'actualité, mais dans Next Step, on aime s'intéresser aux prémices, au déclic et à ce qui a fait qu'à un moment on s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Toi visiblement c'était quelque chose d'inné. Raconte-nous un peu ce que ça représente de lancer sa boîte quand on est encore étudiant. Lancer sa boîte quand on est encore étudiant, pour moi c'était un rêve. Enfin, c'est vraiment un chemin qui était entre guillemets prévu pour moi. Enfin, je faisais mes premiers sites à l'âge de 15 ans pour lesquels je me faisais payer. Et puis très vite avec un pote aux études, on avait monté une petite agence avec laquelle on faisait des plus ou moins gros clients et des sites pour se payer, nos voyages au ski et ce genre de choses. Et donc quand je suis arrivé en dernière année de master et que j'ai eu le choix entre partir dans une grosse boîte et faire de la consultance IT ou devenir développeur pour ces boîtes-là ou lancer ma propre boîte, le choix a été très vite fait. Donc on a lancé Jump, qui à la base s'appelait Django, qui était une super aventure qui a duré 4 ans et demi quand j'avais 22 ans. Donc c'était vraiment il y a déjà un petit temps, enfin il y a quasiment 10 ans, il y a 8 ans. Et comment vous avez eu l'idée ? Alors l'idée elle a changé 10 fois en cours de route. Donc au début on a commencé avec une plateforme de covoiturage qu'on vendait à des grosses entreprises. Et donc c'était un produit qui était B2B, qu'on a mis plus ou moins 6 mois à développer, qui marchait plutôt pas mal. On s'est très vite rendu compte qu'il y avait un problème dans l'usage du produit. Donc une fois que les personnes trouvaient leur partenaire de covoiturage, il n'y avait plus trop d'intérêt de revenir sur la plateforme pour retrouver quelqu'un d'autre, vu que c'est plus facile de passer dans le bureau de cette personne-là et de dire quand est-ce que tu rentres ce soir. Et donc on s'est dit ok, on va faire l'application mobile de Django. Et cette application mobile en fait est devenue Jump, vu que c'est une plateforme de covoiturage en temps réel, mais qui est en fait un peu comme tu disais Uber avant Uber. Pour être complètement fair, on est allé à San Francisco pendant 3 mois en 2012 si je dis pas de bêtises, et c'était le tout début de Lyft qui en fait faisait du peer-to-peer ride-sharing. Donc c'était pas des conducteurs professionnels, c'était des gens comme toi et moi qui prenaient dans leur voiture des passagers pour aller d'un point A à un point B, et on s'est dit ok, il faut absolument qu'on fasse ça en Europe. Et donc quand on est rentré, on a lancé Jump en Belgique et en France. Et alors comment est-ce que ça s'est terminé tout ça ? Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus ? Alors il y a Uber qui est arrivé en Europe un peu après nous avec son produit Uber Pop qui était en Belgique et en France aussi. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, Jump a grandi énormément suite à l'arrivée d'Uber Pop, vu qu'ils ont un peu créé la catégorie et ils ont évangélisé le marché pour nous. Mais nous, on surfait la vague derrière, donc c'était vraiment une période super excitante. Malheureusement, elle a dû se terminer un peu de façon violente, dans le sens où il y a une grève des taxis le 25 juin 2015 qui a complètement bloqué Paris. Et donc le préfet de police de Paris a interdit Uber Pop et Jump suite à cette grève de taxi. Et donc du jour au lendemain, il y avait des policiers sur la route pour arrêter nos chauffeurs. Donc on n'a pas eu d'autre choix que de revendre les actifs de la société, si tu veux, à un concurrent qui s'appelait Chauffeur Privé à l'époque. Très bien. Et voilà, donc la plupart des employés sont retournés là-bas. Et puis moi, j'ai rejoint Take It Easy quelques mois plus tard. Justement, tu rejoins Take It Easy. Alors, on a beaucoup parlé de ça, même dans la presse, il y a eu plein d'articles. Donc voilà, Take It Easy, puis la fin de Take It Easy. Justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un peu comment est-ce que ça s'est passé. C'est-à-dire que là, c'était ta propre boîte. Avec Take It Easy, tu as rejoint une boîte qui était déjà en pleine croissance et qui allait bien. Comment est-ce que tu as pu apporter un peu de ton savoir-faire et justement de ta faillite et de ta connaissance pour un peu vivre ça avec Take It Easy ? Donc avec Jump, j'avais vu une boîte en croissance de 0 à 15 employés.
Take It Easy, ils sont passés de 20 à 200 en 10 mois, je pense. Et donc, ce qu'ils avaient besoin, je pense à ce moment-là, c'est aussi des entrepreneurs capables de prendre des initiatives parce qu'il y avait tout à faire, il y avait tout à construire dans la boîte. Et donc, je pense que, moi, j'ai beaucoup appris en rejoignant la boîte sur Moncler, parce qu'il y a plein de trucs que j'avais jamais vus. Par exemple Par exemple, comment tu lances une ville pratiquement tous les mois et comment est-ce que tu t'assures que tous tes process sont les mêmes dans les différentes villes et comment est-ce que tu crées ton playbook, comment est-ce que tu monitores toutes ces villes avec les bons KPI, etc. Enfin, tout ça, c'était fait, je veux dire, de façon un peu intuitive chez Jump. Là, il fallait processer tout ça vu qu'il y avait, je sais pas, une quinzaine de GM par pays. Donc oui, il fallait avoir des process clairs pour avoir un reporting clair et savoir comment est-ce que tu pouvais piloter tes différentes villes. Et donc tout ça, j'ai appris à le faire chez Take It Easy. Et soyons clairs, j'ai fait énormément d'erreurs aussi là-bas, mais on a vraiment... En fait, ce qui était super intéressant, c'est que le produit était là, le marché était là, et donc dès qu'on lançait une ville, l'attraction était là aussi, vu que le modèle était prouvé, et donc la croissance était complètement folle. Je ne me souviens plus des chiffres qu'ils faisaient à la fin, mais c'était plusieurs millions d'euros par mois de chiffre d'affaires. Et qu'est-ce que tu retiens de cette aventure Take It Easy ? Mais je ne suis pas fondateur, donc je pense que je ne retiendrai pas les mêmes leçons que... Mais justement, tes leçons à toi ? Mes leçons à moi, c'est que la culture dans une boîte, c'est la clé. Et que quand on grandit si vite et aussi vite que Take It Easy, s'il n'y a pas une culture très très forte, ça peut très vite partir dans tous les sens. Et je pense qu'ils avaient cette culture. Je pense qu'ils ont fait des erreurs, mais justement, on a pu construire sur ces erreurs chez Cowboy pour essayer justement d'avoir cette culture très très forte et pas avoir ce qu'on voulait absolument éviter, c'est d'avoir une fracture, par exemple, entre les développeurs d'un côté et sales et marketing de l'autre. Tu veux pas avoir cette fracture au sein de ta boîte, parce que sinon, ça veut dire que ton produit est complètement déconnecté de la réalité. C'était un peu le cas chez Take It Easy. Chez Cowboy, on bosse énormément là-dessus. Donc ça, par exemple, pour moi, c'est une énorme leçon, et ça rejoint la culture, ça rejoint que toutes tes personnes dans ta boîte doivent être alignées, tout le monde doit comprendre où est-ce qu'on va, tout le temps répéter la vision. Ça, on le fait clairement beaucoup plus chez Cowboy que chez Take It Easy aussi. Alors entre Jump, Take It Easy, Menu Next Door, même si dans une des trois, finalement, c'était quand même toi le fondateur et pour les deux autres, c'était pas le cas, comment est-ce qu'on rebondit ? Parce que mine de rien, en 10 ans, t'en as connu des choses et des rebonds et des phases un peu plus down. Comment est-ce qu'on rebondit ? Non, en fait, j'ai dû rebondir qu'après Jump, vu que je suis parti avant la fin chez Take It Easy et aussi avant la fin chez Menu Next Door. T'as flairé la fin dans les deux autres ? Non, Take It Easy, j'ai quitté parce que ça devenait trop gros pour moi et que je voulais retrouver quelque chose de plus petit. Oui. Et Menu Next Door, j'ai quitté parce que malheureusement avec Nicolas, ça n'allait plus. Et donc voilà, on a décidé d'arrêter l'aventure ensemble à ce moment-là. D'accord. Mais concrètement, après Jump, ce qui était très dur, c'était de devoir annoncer à ses employés que c'est fini, vu qu'on avait vraiment... on avait des guerriers, c'était la guerre tous les jours, on se battait contre les sociétés de taxi, contre Uber, donc ça crée des liens très très forts. Et tout le monde avait sacrifié énormément pour cette boîte. On arrivait enfin à quelque chose qui était pas encore énorme, mais on avait une bonne traction, surtout en France. Et donc devoir arrêter, non pas parce que ça marche pas, mais parce qu'on nous interdit, ça c'était quand même un très gros échec pour moi personnellement et pour la boîte. Et puis voir la déception aussi chez toutes les personnes qui étaient chez Jump, ça c'était assez violent. Après, ce qui aujourd'hui avec un peu de recul, ce que je trouve dingue, c'est que dans toutes les personnes qui étaient chez Jump, tout le monde a retrouvé des jobs absolument dingues. Il y a 2 entrepreneurs qui ont lancé leur boîte qui scale maintenant énormément. Il y avait le premier employé de Cityscoot, je ne sais pas si vous connaissez, qui est la grosse société de partage de scooters en France, qui vient de signer un énorme deal avec Uber. Enfin, voilà, il y a vraiment des gens qui ont appris énormément, je pense, chez Jump et qui maintenant ont un chemin super intéressant. Et voilà, pour moi, ça reste aussi une victoire de voir tous ces gens-là évoluer dans leur carrière derrière. Et toi, ton évolution, c'est donc Cowboy. Est-ce qu'on peut revenir en 2 mots sur les débuts de Cowboy ? Alors Cowboy, c'est super intéressant parce que on est 3 associés, il y a Karim, Adrien et moi. Et en fait, Adrien, son grand-père venait d'acheter un vélo électrique. Et donc quand on faisait du vélo, on connaissait un peu ce vélo électrique-là, mais surtout ce qui était frappant, c'est que dans la rue, tu te fais doubler par des personnes du 3e âge dans une montée qui sont complètement sereins et qui passent devant toi alors que tu es en train de galérer sur ton vélo. On parle de ça il y a 3-4 ans.
Et donc à ce moment-là, le marché du vélo électrique commençait à démarrer, mais c'était vraiment le début. Et donc on s'est dit, ok, est-ce que sur ce marché-là, est-ce qu'il y a moyen de faire une marque direct to consumer où on intègre tous les learnings de Take It Easy et Chum, c'est-à-dire une marque qui va être vraiment centrée sur l'utilisateur, un service client qui soit vraiment au top, une distribution qui soit dingue, un branding qui soit ce à quoi nous on s'attend pour une marque de vélo, donc quelque chose de beaucoup plus moderne, de plus connecté. Et donc on a fait notre devoir, on va dire, pendant 3 mois pour arriver à la conclusion que oui, il y avait la place pour ce type de marque sur le marché du vélo électrique et qu'il y avait plein de choses dans l'industrie qui faisaient que c'était le moment parfait pour se lancer il y a 3 ans. Le moment parfait, d'ailleurs, c'est un vrai succès, hein. Alors, on en a parlé, j'en ai parlé au début dans l'introduction. C'est vrai qu'on lit beaucoup de choses sur vous. C'est un véritable succès. Nous, ce qu'on aime bien aussi, c'est un peu les coulisses de l'entrepreneuriat. Donc, vous êtes super successful. Est-ce que tu peux un peu lever le voile aussi sur les doutes, hein? On sait bien que c'est pas toujours rose de l'univers cow-boy. C'est jamais rose. Dans n'importe quelle boîte, c'est jamais rose. Ce qui est sûr, c'est que le hardware, c'est quelque chose qui est très très dur. Tu payes chaque erreur cash et très cher. Et donc là-dessus, on a beaucoup appris. Donc là, on essaie vraiment de s'entourer de personnes dans par exemple, notre équipe de manufacturing. C'est vraiment une équipe qui est world class, avec des personnes qui viennent, par exemple, dans l'industrie automobile de chez Toyota, qui vont nous aider à ne pas faire ces erreurs. Mais oui, c'est clair qu'aujourd'hui, j'ai 1 milliard d'anecdotes. Est-ce que tu peux nous en donner 2-3 ? Un truc complètement fou, par exemple, qui peut se passer dans le monde du hardware, c'est que quand il y a eu le shutdown du gouvernement à cause de Trump aux US, il y a un de nos suppliers qui fournit le petit modem qu'on a sur notre carte électronique, qui a attendu de passer les certifications, vu que toutes les agences gouvernementales étaient fermées à ce moment-là, et qui, du coup, a délayé la production de ces modules sans nous tenir au courant. Et donc on s'est retrouvé à quelques mois de la production, on s'est rendu compte qu'il manquait un composant sur les 140 de notre carte électronique. Tout ça parce que Trump a décidé de faire un shutdown du gouvernement. Enfin, c'était pas Trump qui a décidé, mais bref, c'était ce moment-là. Et donc c'était un enfer parce que du jour au lendemain, on a dû appeler le supplier en direct, s'arranger pour financer la production nous-mêmes, pour qu'ils décident de produire même s'ils n'avaient pas encore la certification, prendre ce genre de risque. Et des histoires comme ça, on en a pratiquement toutes les semaines chez Cowboy. Et ce qui est très compliqué, c'est que le vélo, en fait, c'est un assemblage de plein de pièces différentes. Et que s'il y a la moindre pièce qui manque ou sur laquelle il y a un défaut de qualité, ça peut mettre toute la production à terre. Et donc c'est un combat de tous les instants pour être sûr qu'on puisse produire assez de vélos par rapport à la demande. Très bien. Bah écoute, merci. Je vais maintenant passer la parole à Tariq qui nous écoute depuis tout à l'heure. Merci Elisa. Tanguy, c'est un plaisir de t'avoir. Je réfléchissais un petit peu en préparant ce podcast et je me dis finalement tu fais partie de cette deuxième génération d'entrepreneurs start-up. On va dire la première, c'était celle des années 2000. Je te dis Roald Siberat pour donner un exemple, qui ne savait pas qu'il faisait des start-up. Et puis depuis 10 ans, maintenant on parle de start-up et on voit tout un groupe dont tu fais partie. Et je me dis finalement, en 10 ans, vous êtes déjà devenus des vétérans, quoi, donc, avec vraiment de l'expérience. Et alors, ça me fait un peu penser à la PayPal Mafia. Tu vois, on parle beaucoup Silicon Valley, tous les fondateurs de PayPal ont fait des boîtes, se sont entraidés. Et est-ce que c'est un peu une dynamique que tu retrouves ici ? Tu te reconnais dans ce modèle-là ? Je me reconnais clairement. Enfin, comme je disais, j'ai plein de potes qui sont devenus entrepreneurs. Il y a Sylvain Nizet qui était un des premiers employés chez Take It Easy, qui est devenu le CEO de Poppy ici à Bruxelles. Comme je disais, il y a plein d'autres potes qui ont lancé des boîtes dans tout ce qui était micro-mobilité. Enfin, j'ai mon ancien cofondateur qui était le CTO de Wonder Mobility, une grosse boîte en Allemagne qui faisait notamment les scooters électriques. Enfin, depuis, ça vous parle. Donc oui, c'est une mafia. C'est beaucoup de gens qui sont lancés il y a 10 ans. Et qui se retrouvent aujourd'hui. Mais donc je trouve que c'est ce qui est assez intéressant par rapport à l'écosystème belge, c'est qu'on a eu beaucoup de personnes qui sont parties à l'étranger et maintenant qui sont revenues en Belgique. Je prends le cas de Jérémy Levent qui a rejoint Cowboy ici très récemment. C'est pas le premier qui a passé par exemple plusieurs années aux États-Unis, à New York, super success story, et qui maintenant pour des raisons personnelles rentre en Belgique et amène tout son savoir, tout son réseau ici à disposition de Cowboy, mais aussi de l'écosystème bruxellois. Et je pense qu'on doit continuer de construire sur ça, même si pour moi on est encore vraiment au début ici à Bruxelles. Je pense que ça change et ça change beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait espérer.
En fait, c'est un beau modèle parce que c'est l'anti-fuite des cerveaux. C'est-à-dire, on a toute une série de gens qui sont allés faire de l'expérience ailleurs, qui ont fait beaucoup d'argent, parfois ailleurs, et qui reviennent. Et donc, on devrait célébrer ça. Complètement. Et ce qui est complètement dingue aujourd'hui, c'est qu'en Europe, tu peux lever beaucoup d'argent et c'est pratiquement maintenant aussi facile qu'aux US. Enfin, les derniers montants levés en France maintenant sont complètement dingues et sont clairs. En Belgique, on peut lever au UK, en Allemagne, en France très très facilement. Mais donc je trouve ça super intéressant et le marché européen est aussi beaucoup plus mature sur plein de secteurs. Et là, on voit par exemple les nouveaux acteurs de la micro-mobilité, style Lime et Jump, qui ont beaucoup de mal à être en compétition avec des acteurs européens comme Thier, par exemple en Allemagne. Et je pense que ça montre aussi une certaine maturité dans l'écosystème européen. Mais finalement, tu vois vraiment, historiquement, je veux dire, tu as eu toutes les boîtes requêtes Internet qui ont finalement fait un bloc contre les boîtes US. Mais c'est vrai qu'on voit aujourd'hui maintenant des petits acteurs qui réussissent à vivre et à exister entre deux géants, quoi. Maintenant, pour voir beaucoup de projets, on est à la chambre de commerce finalement. Moi, je suis un peu entrepreneur en résidence. Il reste que, quand même tu dis l'argent est disponible et il devient de plus en plus facile à lever, combien on a d'exemples à Bruxelles de bonnes idées, mais qui n'ont pas été suffisamment capitalisées. Quand bien même il y a moyen d'aller chercher beaucoup plus que ce qui était possible il y a 5 ou 10 ans, ça reste quand même aussi une guerre de capital, non ? Ça reste une guerre de capital, c'est sûr que... donc d'argent, hein, ouais. Non, mais c'est sûr qu'avoir des gros fonds qui vont refinancer, enfin la SoftBank qui mettent de l'argent dans des leaders jusqu'au moment où ils ont écrasé tous les autres, là on peut pas être en compétition. Après, je pense que le marché européen est tellement compliqué par rapport au marché américain que c'est pour cette raison-là en fait qu'on a beaucoup de boîtes européennes qui savent être en compétition avec les boîtes américaines parce qu'elles comprennent mieux les différences entre les différents pays, les talents, la culture. Enfin, quand une boîte américaine arrive ici en Europe, c'est très dur pour eux de comprendre la culture européenne. On ne fonctionne pas de la même façon, on ne pense pas de la même façon. Et du coup, ça, je pense que c'est un avantage sur lequel on doit capitaliser. Et puis après, comme je le disais, le capital aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est en Belgique qu'on peut pas le lever non plus à l'étranger. Et c'est plus dur de le lever aux États-Unis quand on est belge. Mais ça reste possible aussi. Bravo pour ça, d'ailleurs. Et tu penses que c'est vraiment un avantage parce que quand tu regardes le monde, tu te dis, il y a de plus en plus de boîtes qui se disent, le futur, il est en Asie et en Afrique, et fuck l'Europe, quoi. Donc tant mieux si on est le plus fort chez nous. Mais est-ce que tu penses vraiment que c'est un avantage ou que c'est finalement une forme d'avantage défensif ? Mais est-ce que c'est vrai, c'est une très bonne question. Jack Dorsey, maintenant, il parle d'aller le futur de la technologie, c'est l'Afrique. Ouais. Et nous, on est là en train de parler du Brexit dans notre coin, quoi. Non, c'est sûr qu'il faut voir global quand on lance une boîte ici en Europe. Après, je pense que le marché asiatique est un marché très difficile et pour avoir été beaucoup de fois là-bas, on rentre pas sur ce marché-là de la même façon on rentrerait aux US ou en Europe. C'est pas le même type de produit non plus, pas le même type de service. Après, je pense que chaque entrepreneur doit savoir ce qu'il a envie de faire. Enfin, nous, on sait qu'on veut être avec Cowboy un leader en Europe, vu que c'est là où est notre marché, c'est là où sont nos clients. En termes de micro-mobilité, le marché européen est beaucoup plus mature que d'autres pays ou d'autres continents. Et donc, du coup, pour nous, ça a beaucoup de sens d'être ici en Europe. Peut-être que pour un acteur de trottinette partagée, oui, effectivement, ça a peut-être plus de sens d'aller directement en Asie, où il y a des concentrations par capitale d'habitants qui est complètement dingue, et on peut très vite toucher beaucoup de monde. Tu parlais d'expansion internationale dans d'autres interviews, notamment tu dis qu'avec la pression de requête Internet, vous avez été obligé d'ouvrir 10 villes par mois, ou beaucoup plus que vous pensiez être capable de faire. Tu as dit d'ailleurs que c'est finalement pas une mauvaise chose, parce que tu avais appris plus vite. Et fort de cette expérience-là, comment est-ce que vous faites pour maintenir à la fois cet ancrage bruxellois, mais cette capacité d'être quand même international ? Je dirais qu'avec Cowboy, le fait qu'on soit bruxellois, c'est un peu anecdotique, dans le sens où notre design agency qui a fait le vélo toute la première fois était une agence suédoise, nos investisseurs étaient français, UK, notre boîte de branding, elle était américaine, basée à New York, on assemble nos vélos en Pologne, on a des suppliers absolument partout dans le monde, et puis chez Cowboy, j'ai pas le pourcentage exact, mais je pense qu'il y a au moins 40% de personnes qui ne sont pas des Belges, donc c'est les talents qui viennent de l'international, les Américains, les Zélandais, les Allemands, les Français. Et je pense qu'aujourd'hui, une start-up se doit
d'avoir cette notion d'international day one. Et donc nous, ça a vraiment été une volonté. On a failli lancer à Paris au début. Mais je pense c'est ça la question, c'est vous avez le capital, les talents, vous êtes déjà international. Pourquoi, et c'est pas une critique, mais pourquoi rester à Bruxelles ? En fait, pour le marché du vélo électrique, ça avait du sens. Dans le sens où l'Allemagne, Pays-Bas, Belgique, France, ce sont les 4 plus grands marchés. Et puis il y a l'autre point qui est l'écosystème bruxellois se développe, mais il n'y a pas encore tellement de compétition sur le talent. Et donc si on arrivait à faire quelque chose de cool en termes de boîte, on savait qu'on allait pouvoir attirer les meilleurs talents bruxellois, vu qu'il y a des très belles boîtes à Bruxelles, mais on est beaucoup moins en compétition que si on était à Paris par exemple. Et donc l'un dans l'autre, pour nous, ça avait du sens de rester ici, tout en sachant qu'on allait devoir attirer des talents. Enfin voilà, notre CFO, c'est quelqu'un qui vient de Londres. Là, un nouveau talent maintenant, marketing, il base en Irlande pour un an, il était basé à Londres juste avant. Donc on ne s'interdit pas du tout d'aller chasser le type de talent qu'on ne peut pas trouver en Belgique à l'international. Et puis après, ce qui est super intéressant, c'est que ces personnes-là arrivent à chaque fois avec un réseau, avec un knowledge, et que derrière, ils forment des nouveaux talents qui, eux, pour la plupart, sont belges, et puis qui derrière vont pouvoir rester dans l'écosystème. Et ce qui est finalement un bon modèle, parce que quand tu vas à Londres, il n'y a pas beaucoup d'anglais, quoi. Enfin, tu vois, Oui. En tout cas, il n'y a pas que des anglais. Donc finalement, c'est reproduire des recettes qui marchent ailleurs, quoi. Exactement. Tu sais que Toyota, en parlant de Bruxelles, je crois qu'il y a une Lexus qui tourne depuis 1 an et demi en autonome dans le quartier européen, enfin avec des gens dedans. Et apparemment, Toyota a dit c'est la ville la plus compliquée du monde pour entraîner les machine learning de la voiture autonome. Donc finalement, il y a aussi un truc... si tu craques le code de Bruxelles, pour Toyota, tu es bon dans le monde entier, quoi, tu vois. Donc, Ouais. tu as parlé de SoftBank aussi et de Leader, on a parlé de Mafia. Tu vois, quand on voit ça, on a levé, tout va bien. En fait, il y a 2 sentiments vis-à-vis de ça. Il y a l'extérieur moi, je crois qu'il peut y avoir une certaine jalousie envers, on va dire, la Take It Easy Mafia, d'une partie du public, ou un ressentiment. Et alors que tu le montres bien, il faut une solidarité pour pouvoir rassembler les talents nécessaires à réussir des challenges. Donc c'est pas contre les autres, mais c'est pour réussir d'énormes challenges. Et celui du hardware et d'amener la tech dans le vélo, c'est pas un petit challenge. Mais ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est ces personnalités charismatiques dont tu as parlé, Adam Neumann et Travis Kalanick, où pendant 10 ans, c'était fantastique d'être un leader charismatique, et aujourd'hui, c'est devenu extrêmement dangereux. Et donc, vous, comment est-ce que vous intégrez ça ? Puisque dans une mafia, il y a un boss. Si on regarde LinkedIn, il y a un CEO chez vous. Et donc, comment est-ce que vous vivez ce changement culturel, je vais dire Je pense que c'est logique ce qui est en train de se passer avec certaines boîtes américaines et certains CEO américains ou même européens. On a encore beaucoup de chemin avant d'être au stade d'un Travis. Et donc je pense que ça permet d'avoir les pieds sur terre en tant que fondateur, de se rendre compte que, et jamais, je ne sais plus c'était qui avait dit cette phrase, mais en tant que CEO ou fondateur d'une boîte, tu dois faire et prendre toutes tes décisions en sachant qu'à un moment donné, tout ce que tu fais risque d'être en une du Times. Et je trouvais ça assez intéressant parce que ça t'oblige à prendre les bonnes décisions et à faire le bon choix à chaque fois. Parce que si à un moment donné, ça se retrouve en une du Times et que c'est public, tu dois avoir... Tu ne dois absolument rien avoir à te reprocher. Et ça permet aussi de prendre un peu de distance par rapport à ce qui se passe. Et c'est très facile quand on est dans une start-up où tout va très 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 vite, de parfois prendre des mauvaises décisions, de prendre des décisions peut-être un peu trop rapides où on coupe des corners. Je suis pas sûr d'être d'accord avec ça. Enfin, en tout cas, donc moi, avec Smart Flats, on a eu les attentats, des moments difficiles. Et puis j'ai vu, on a accueilli même à un moment des ex-salariés de Take It Easy. Et quand tu as des grands moments de crise, tu as 2 choix. En fait, ce que tu dis, je suis d'accord avec toi dans le sens de l'éthique. Tu devrais rien faire qui soit illégal ou à ce point amoral que ce serait une honte si c'était en première page. Avec ça, je suis évidemment d'accord. Mais de l'autre côté, il y a des décisions à prendre. C'est où on maintient le cap et on maintient nos ambitions et on sait qu'à un moment, on n'arrivera peut-être plus à payer les salaires ou on ne survivra pas. Ou alors on vire les gens, on économise, tu vois ce que je veux dire ? On essaie de prolonger la survie.
Et ça, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Et vous, quand vous avez pris la décision finalement de continuer à... Enfin, je ne vais même pas dire vous, mais finalement, par exemple, Take It Easy ou même toi avant, de continuer à croire qu'il allait y avoir une solution, ce qui est la seule option. Alors ça, c'est... Je suis désolé, mais on devrait féliciter les gens qui se lèvent le matin, comme toi, devant des procès, avec le lobby des taxis sur la gueule, et qui continuent à y croire. Et puis après, on va dire « Ah oui, mais il n'a pas su payer les derniers mois de salaire, quel vilain entrepreneur qui a volé les salariés. » Et ça, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que ça, c'est réellement... C'est les médias qui vont décider comment tu vas faire, comment on va raconter l'histoire. Et évidemment que ce n'est pas ni blanc ni noir, mais ce choix-là, welcome, les gens, venez le prendre à ma place. Est-ce qu'il faut continuer à y croire ou est-ce qu'il faut commencer à licencier la moitié du personnel maintenant ? Et je pense pas qu'il y a, d'ailleurs, il y a personne qui peut se vanter de savoir prendre la bonne décision à ce moment-là. Je parlais clairement pas de ce genre de décision parce que exactement comme tu dis, pour moi, il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise décision à ce moment T, avec l'information que Take It Easy avait. Il y avait encore énormément de chance et d'y croire. Enfin, excusez-moi, je vais refaire. À ce moment T, Take It Easy n'avait pas toutes les informations pour prendre la décision parfaite. Ils en ont pris une. Malheureusement, c'était pas la bonne a posteriori. Mais je parlais plus de choix éthiques. Tu vois, on parle de culture toxique chez Uber avec Travis, avec des pratiques illégales qui étaient faites par rapport à des concurrents. Je parlais plus par rapport à ce genre de choses, ou même Adam qui utilisait l'argent de sa boîte pour s'acheter des boîtes de surf, ou qui faisait des fausses vagues pour pouvoir s'entraîner à surfer. C'est ce genre de mégalomania complètement déconnecté de la réalité dont je parlais, et je pense qu'aujourd'hui c'est très bien que tout ça arrive parce que ça permet à certains fondateurs, et nous compris, de retomber sur terre, et surtout de se dire qu'à un moment donné on sera toujours accountable de nos actions. Mais donc ça, je suis super d'accord avec ça. Donc tu comprends que je n'étais pas en désaccord avec toi, mais plutôt avec l'idée que les médias peuvent donner une représentation correcte des choses. Je ne dis pas qu'elle est toujours incorrecte, mais c'est juste c'est tellement réducteur. Donc on parle de grands extrêmes, et finalement c'est les investisseurs qui ont commencé à mettre la pression sur l'introduction en bourse, c'est aussi les médias. Mais c'est cette idée de dire que la croissance n'est pas le seul, ne justifie pas tout. Donc évidemment que c'est des bonnes... Mais voilà, je reviens aux gens qui nous écoutent, qui ne sont pas Travis Kalanick, tu vois. Et que c'est toujours facile d'analyser ex post la folie, quoi. Exactement. Et je trouve que dans tous les articles que je peux voir sur ça, ah oui, mais ils auraient dû voir que, ou ceci, cela, il faut arrêter. Et enfin voilà, je voulais vraiment insister là-dessus parce que pour rebondir sur une note un peu plus légère, pour parler de ça, vous avez un gros problème chez Cowboy, et ça il faut vraiment en parler, c'est que vos clients, tu me disais tout à l'heure que c'est 90% d'hommes. Donc ça c'est un énorme problème, non seulement parce que vous n'êtes pas finalement assez dans la diversité, hein, c'est vraiment très mal de réserver vos vélos aux hommes, je te le dis. Et deux, c'est un énorme problème parce que vous perdez beaucoup de chiffre d'affaires. Alors je t'invite à aller... tu connais Édouard Bernays ? Non. Donc dans les années 20, il faisait partie du groupe de publicitaires qui a... c'est celui qui a inventé la notion de RP. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle Propaganda. Et dans les années 20, ou fin des années... juste après la guerre, les cigarettiers sont allés le voir. Ils ont dit, on a un problème, les femmes ne fument pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a organisé une démonstration, une manifestation en faveur des droits de la femme. Il a demandé aux femmes de fumer en public parce que c'était extrêmement important qu'elles aient les mêmes droits que les hommes, et c'était de fumer. Et il a invité, je crois, les médias à venir faire pour la première page de toutes les femmes qui fumaient et qui revendiquaient leurs droits. C'était The Torches of Liberty. Et en 3 mois, il y avait autant de femmes qui fumaient que d'hommes, quasiment. Donc, je vous invite à remédier à ce problème de déséquilibre dans votre clientèle. Bon, on est occupé à bosser dessus. Je ne sais pas si on fera une marche, on invitera tout le monde à fumer, mais en tout cas, on a quelque chose dans le pipeline. Rouler à vélo, mesdames. Exactement. C'était déjà prévu, donc. Très bien, alors c'est bientôt terminé, mais avant de clore complètement cet épisode, on a quelques petites questions à te poser. Alors l'objectif est simple, ne pas trop réfléchir et répondre en 1 ou 2 mots maximum. Un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne ? Recrute lentement et vire rapidement. Le cliché qu'il faut oublier à jamais sur la vie des entrepreneurs. Redis-moi ça, le cliché qu'il faut oublier à jamais sur la vie des entrepreneurs. C'est tout sauf rose. Une mauvaise habitude dont tu aimerais te débarrasser ?
Le café, je bois beaucoup trop de café. Le livre que tu aurais rêvé d'écrire? $1 Trillion Coach. Alors c'est la fin de ce podcast. Merci pour votre écoute, on espère vous avoir inspiré. Merci Tanguy, merci Tariq. N'hésitez pas à commenter et à nous donner votre avis. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Merci. Merci Elisa, merci Tanguy. Merci.